Deuxième et dernière partie de ce cours, on va voir maintenant ce qu'on appelle les applications linéaires. Alors, dans cette partie, je vais considérer E et F, deux espaces vectoriels définis sur un même ensemble, R ou C, ce sera quasiment tout le temps R, hein, rassurez-vous. Alors, on va dire que F, défini sur E à valeur dans F, est une application linéaire de E dans F si j'ai la définition suivante. Pour tout élément U et V dans mon ensemble de départ, ici dans mon espace vectoriel de départ, et pour toute constante lambda dans K, donc ce sera très souvent R pour nous, quand je calcule f de lambda u plus v, je peux dire que c'est lambda fois f de u plus f de v. On va noter L de E dans F, l'ensemble des applications linéaires définies sur E et à valeur dans F. Donc exemple, l'application qui est ici est linéaire, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai faire voir ça sur une vidéo, tout comme l'exemple suivant dans cette vidéo avec l'exemple 13 et 14. Propriété, si j'ai une application qui est linéaire, alors f conserve les combinaisons linéaires, c'est-à-dire que f d'une somme, c'est la somme des f et de, pardon, je vais être plus précis, f d'une somme de lambda fois u, c'est la somme des lambda fois f de u, où ma somme peut être composée de plus de deux vecteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés d'application linéaire. Définition importante, on va appeler le noyau de f, qu'on note ker de f, ker comme kernel en anglais, qui veut dire noyau, avec mon bel accent anglais, hein, je vous l'ai pas dit, j'ai pas pris l'accent justement. Alors, par ker de f, c'est l'ensemble des u dans f tel que f de u soit égal à 0. C'est-à-dire, tous les vecteurs de l'ensemble de départ dont l'image par f est égale à 0 constituent le noyau de f. On va également déterminer l'image de f, qu'on note im de f. Im de f, c'est l'ensemble des éléments de l'espace d'arrivée que je peux appeler, que je peux écrire sur la forme f de u. Donc être dans l'image de f, c'est s'écrire sur la forme f de quelque chose. Proposition, le noyau de f est un sous-espace vectoriel de E de l'espace de départ. De plus, on peut dire qu'une fonction f est injective si et seulement si son noyau est égal à 0. Ça marche uniquement si f est linéaire, ce que je dis ici. L'ensemble image de f est également un sous-espace vectoriel, mais ce coup-ci de f de l'espace d'arrivée. Lorsqu'il est de dimension finie, on appelle rang de f et on note ici Rg de f sa dimension. Exemple, si on prend l'application linéaire de du premier exemple qu'on a vu ici, alors on peut déterminer son noyau et son image, et ce sera fait dans une vidéo que j'appelle exemple 15. Si on suppose que E et F sont de dimension finie, on va aussi avoir un théorème qui va être ici le théorème du rang, qu'on va beaucoup utiliser. Si je prends une application linéaire, donc définie sur E à valeur dans F, avec E et F de dimension finie, alors je peux dire que la dimension de l'espace de départ, dimension de E, est égale à la dimension du noyau de F plus le rang de F. Donc ça, on va beaucoup l'utiliser en pratique. On peut le réécrire dimension du noyau de F plus dimension de l'image, parce que je vous rappelle que par définition, ce qu'on appelle rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Un exemple pour voir comment ça fonctionne. Rien de mieux que je vous fasse en vidéo. Hein. Donc l'exemple 16, vous aurez une vidéo qui s'appelle l'exemple 16 pour bien comprendre ce qu'on a fait ici. Donc j'en dis pas plus. Une proposition, si je prends une application f de E dans f linéaire, si je suppose de plus que la dimension de E est égale à la dimension de f, alors si f est injective, elle est obligatoirement également surjective et obligatoirement également bijective. Exemple, si je prends ici l'application qui est là, donc au final j'en dis pas plus, je vous le dirai sur une vidéo qui s'appellera exemple 17. Lien avec les matrices. Donc on va pouvoir voir qu'il y a un lien entre les applications linéaires et les matrices, et je reviens 2 secondes à ce que je vous ai dit au départ. Un espace vectoriel, qu'on suppose, ce qu'on a voulu, c'est avoir quelque chose, des ensembles qui ont la même structure que Rn. Et en fait, on va pouvoir voir que quand on est en dimension finie, on va pouvoir assimiler n'importe quel espace vectoriel de dimension finie n à Rn, grâce à ce qu'on va voir ici. Donc d'abord, lien avec les matrices. On appelle une matrice de f relativement aux bases E et F. Donc si je prends E, une base de l'espace de départ, F, une base de l'espace d'arrivée, je vais appeler la matrice de f, donc relativement à E et à F, la matrice qui va être de telle sorte que chaque colonne de A soit formée des coordonnées des FEJ dans la base de F. C'est-à-dire, je vais prendre E1, En des vecteurs de la base E, de l'espace de départ. Je vais calculer f de E1, f de E2, etc. jusqu'à f de En, et je vais considérer les coordonnées de ces f de E1, f de E2 dans la base grand F de l'espace d'arrivée. Et ces coordonnées, je vais les mettre en colonnes, et ça va me donner une matrice de n colonnes. Et cette matrice, je vais l'appeler la matrice de f relativement aux bases E et F. Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre, un exemple qui va être ici assez basique. Donc là, ici, je vais vous le faire en vidéo, hein, ça va être l'exemple 18 pour voir comment on fait pour obtenir ce type de matrice. Alors, un autre exemple pour comprendre, ici, pareil, si je prends l'exemple 19, on va considérer la matrice A qui est donnée ici, donc je ne vous en dis pas plus, pardon, hein. Ça va être l'exemple 19, je ne vous en dis pas plus, que je vous en dirai plus dans la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Je termine ce cours avec cette proposition et avec ce que je vous disais avant.
Donc si je considère ici trois espaces vectoriels, E, F et G, de dimension finie, je considère bêta 1, de dimension finie bêta 1, bêta, bêta prime, bêta seconde, pardon, et je prends bêta, bêta prime, bêta seconde des bases de E, F et G, respectivement, et F de E dans F et G de F dans G des applications linéaires. Alors, je peux dire que si je prends la composée de G rond F dans les bases bêta, bêta seconde, alors est égale la matrice correspondant à cette composée est égale à la matrice de G dans les bases bêta prime, bêta seconde fois la matrice de F dans la base bêta, bêta prime. Alors ça, on ne va pas beaucoup l'utiliser, mais ça va être un point de départ pour une suite qu'on ne fera pas, qui n'est pas au programme, mais je vais vous faire comprendre l'intérêt des espaces vectoriels et l'intérêt surtout de les mettre sous forme matricielle. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je veux considérer une application linéaire, je vais pouvoir toujours faire les calculs en considérant sa matrice. Quand je vais avoir sa matrice, je vais pouvoir en fait, faire n'importe quel calcul. Si je veux calculer f d'un vecteur, je vais pouvoir calculer A, la matrice A correspondante, fois les coordonnées de ce vecteur écrites dans la base qui m'intéresse, dans laquelle j'ai fait ma matrice. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que n'importe quel élément d'un espace vectoriel, je peux l'exprimer en coordonnées dans une base, c'est-à-dire, une fois que je l'ai mis ces coordonnées dans une base, j'ai un vecteur de Rn, par exemple. Et une fois que j'ai fait ça, si je veux calculer des applications linéaires, je vais faire un produit matriciel de ma matrice fois le vecteur que j'ai obtenu en faisant que les coordonnées. Autrement dit, n'importe quel espace vectoriel de dimension n, je peux le ramener à Rn. Et donc, en gros, si vous comprenez Rn, vous comprenez n'importe quel espace vectoriel de dimension n. Et ce que me dit ce résultat ici, c'est que je peux faire ce qu'on appelle des changements de base, et autrement dit, considérer mes applications linéaires dans des bases qui m'intéressent. C'est-à-dire des bases qui m'intéressent, c'est des bases dans lesquelles mon application linéaire va être plus simple à considérer, à étudier. Donc ça, cette théorie, c'est les bases qu'on appelle par exemple la diagonalisation de matrice, qui n'est pas au programme, mais c'est une théorie assez forte, enfin, qui a des propriétés et des conséquences assez utiles en pratique. Donc j'en dis pas plus, nous pour l'instant on s'arrête là. On a déjà vu des choses assez denses, en très peu d'heures d'amphi et très peu d'heures de TD, ce qu'on fait là, c'est vraiment assez dense, ce qui fait qu'au final, on ne va pas avoir le temps de gratter, d'aller très loin dans la théorie. Là, l'idée, c'est vraiment une présentation des espaces vectoriels, une présentation des applications linéaires, si plus tard vous avez besoin de revoir ce genre de phénomène. Donc ça termine ici ce chapitre.